Voilà, on est parti, il est 19h, 19h01, 19h02, moi à ma pendule il est 19h. Bonjour, bienvenue dans mon salon, bonjour Dorothée. Vous êtes dans mon salon pour parler d'écho pour l'émission Il y a de l'écho dans mon salon. Aujourd'hui j'ai tenu à recevoir Dorothée Ferreira Marquez, Garcès, Française. Dorothée Ferreira Garcès, qui est directrice générale d'Indépendance Royale et présidente du MEDEF Limousin. Avec elle, on va faire un peu le tour de son parcours. On va voir qu'est-ce qui l'a fait avancer, quelles sont ses convictions, vers quoi elle va, et puis comment ça se passe d'un point de vue professionnel, et puis qui est-elle derrière son costume justement de professionnel. Vous avez la possibilité de poser des questions tout au long de la soirée. Donc n'hésitez pas. Alors on est bien d'accord, hein, on pose des questions sympas, on pose des questions pour comprendre. On n'est pas là pour baver, on n'est pas là pour se plaindre. Hein, c'est pas le but de l'émission. Ici, on est là pour parler de choses constructives. Donc si vous posez des trucs qui ne me vont pas, je ne les poserai pas. Hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas la peine d'insister. Allez, Dorothée, on va commencer tout de suite. Hein, je vais te passer le micro. Surtout, dites-nous hein, si vous entendez bien. Et puis, ma première question, c'est d'où arrive Dorothée Ferreira Garcés. Qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver à Indépendance Royale? Merci Bruno pour l'invitation à nouveau. Bonsoir à tous. Alors on va commencer par le début, puisque je trouve que c'est important. Moi je suis née et j'ai grandi à Limoges. Donc c'est important pour moi. J'ai fait des études en commerce international d'abord, et à l'issue de mes études, je suis partie. J'ai fait une infidélité au Limousin. Je suis partie dans l'Oise pour travailler dans une entreprise de métallurgie en tant que commercial sédentaire. Et après 6 années dans cette entreprise, à la naissance de mon premier fils, je suis revenue aux sources. Je suis revenue à Limoges pour sa qualité de vie, pour se rapprocher de la famille. Et j'ai recherché une entreprise qui proposait des produits ou des services qui ont du sens. Parce que moi, j'avais besoin de travailler dans une société qui avait du sens. Et j'ai découvert Indépendance Royale, qui est une entreprise qui est spécialisée dans l'aménagement du domicile des personnes âgées, des seniors, des montes-escaliers, des douches en remplacement de baignoire. Et donc, j'ai commencé en 2007 comme commercial sédentaire d'abord. Donc, j'ai créé un service commercial. J'ai créé même un autre service de partenariat avec des partenaires comme les pharmacies, les magasins de matériel médical. Et assez rapidement, en fait, j'ai pris la direction commerciale de la société. Alors là, je ne me suis pas ennuyée puisque j'avais 70 agents co à gérer, à recruter, à former, à animer. Donc ça a été très très passionnant. Et en 2016, puisque l'entreprise est une entreprise en forte croissance, on m'a proposé de prendre la direction générale de l'entreprise. Et voilà, donc aujourd'hui je suis directrice générale de cette magnifique société. Alors tu me dis que tu es né à Limoges, mais Ferreira Garcés, c'est pas à Limoujo. Ah non. Effectivement, donc moi je Ça suis n'empêche pas. Hein. oh, non, Ferreira Garcés, donc je suis d'origine portugaise en fait. Je suis issue de l'immigration. Alors c'est mon grand-père qui a immigré en France et particulièrement à Limoges, même plus précisément pour ceux qui connaissent près de la Jonchère. Mon père avait 9 ans quand il est arrivé en France, ma mère 18 ans. Et je suis née portugaise et j'ai été naturalisée quand mes parents ont pris la nationalité française. Donc voilà, j'ai 3 sœurs qui sont également nées en France. Je suis l'aînée. Alors on reviendra un peu plus hein, sur ta place à Indépendance Royale, ton parcours. Si ce n'est qu'on peut déjà poser une première question, c'est un vrai parcours qui a l'air fluide comme ça. Ça a été facile de passer de commercial à directrice générale ou on se pose des questions avant de dire oui. Comment ça s'est passé? Euh, Moi, je dirais que ça a été quand même relativement fluide parce que je suis quelqu'un qui s'intéresse, qui est engagé. Donc, quand on m'a donné le service commercial à créer, ben, je l'ai fait. Et j'ai toujours tendance à aller mettre mon nez un peu partout. Donc, je me suis intéressée aux autres services. Je suis toujours sortie de mon périmètre, en fait, de ma zone de confort. Et c'est comme ça qu'on m'a confié un service, puis deux, puis trois. J'ai une autre centre d'appel à restructurer. Et tout doucement, bah, on m'a proposé et j'ai pris naturellement des responsabilités avant même d'en avoir le titre. Et c'est comme ça que tout doucement, bah, je suis montée dans la hiérarchie
jusqu'à en prendre la direction générale. Bon voilà, ça en tout cas c'est un bon exemple. C'est aussi pour ça que je fais ce genre d'émission, c'est que s'il y a des jeunes qui regardent, il faut savoir qu'on ne naît pas directeur général. Elle n'est pas née directeur général. C'est bien souvent, on pense à des choses quand on a 15 ans, quand on a 18 ans, et puis on commence un premier boulot, puis un deuxième, et puis il faut savoir saisir les opportunités de la vie. On n'a pas toute la science infuse comme ça qui tombe. Tac. Il y a des jours, les portes s'ouvrent, et bien, il faut les prendre, il faut essayer, et puis on voit, puis regardez ce que ça donne. Alors j'ai oublié de dire quelque chose, parce que l'émission elle est pas traditionnelle. Je voulais juste dire à ma moitié qui va regarder ça qu'elle peut être fière de moi parce que j'ai rangé la table. Donc ça c'est important par rapport à la dernière fois, je me suis fait tirer les oreilles parce que la table n'était pas rangée. Et puis la deuxième, c'est qu'il y a quelqu'un à Poitiers qui nous suit qui s'appelle Sylvia Pénaud. Je la salue et je voulais que lui dire la plante, j'essaye, je chante, je passe de la musique, je lui parle et malheureusement elle perd ses feuilles. Mais bon, si vous avez des trucs pour que la plante aille mieux, faites-les-moi passer. Bien, Dorothée, on l'a compris, depuis plusieurs années, Indépendance Royale, c'est ton quotidien. On verra qu'il y a aussi le MEDEF. Moi, je voulais savoir si demain ça s'arrêtait, Indépendance Royale, ou si tu n'avais pas fait Indépendance Royale, qu'est-ce que tu aimerais faire d'autre? J'avoue que je me suis jamais vraiment posé la question, Bruno, donc c'est une excellente question. Quand j'y réfléchis finalement, qu'est-ce qui me plaît dans ce que je fais, c'est fédérer des gens autour de projets. Je suis une femme de projet, j'aime travailler en équipe, j'aime construire, j'aime aider dans la croissance d'une entreprise, trouver des idées, restructurer, essayer de moderniser toujours et encore. Donc finalement, si tous les critères sont réunis, quel que soit le secteur d'activité, je pense que j'arriverai Ouais, à me plaire. Voilà, j'ai besoin que ça ait du sens voilà. aussi. Tu es une femme de sens. Ouais, j'ai besoin que ça ait du sens. De valeur et de sens. Ouais, les seniors me parlent. Moi, j'ai toute ma famille, enfin une grande partie de ma famille qui travaille dans le milieu médical. Ma mère travaille en EHPAD. Mes sœurs travaillent à l'hôpital. Voilà, donc j'ai une sensibilité vis-à-vis de ça. Donc, à partir du moment où il y a du sens, que ça me plaît et que ces critères de travail en équipe, de fédérer des équipes, une entreprise qui a des projets, qui va de l'avant, tout me plaît. Très bien, voilà, c'est une bonne réponse. Ceci dit, à partir du moment où l'entreprise lui plaît, etc., je pense que Dorothée, elle s'ennuie jamais et que s'il n'y a pas de sens, elle va le trouver et puis elle construira ce qu'il y a à construire pour que les choses avancent. Allez, on va rentrer maintenant un peu plus sur le champ professionnel ou le champ peut-être extra-professionnel. On va parler du MEDEF. Déjà, moi, on s'est déjà rencontrés, j'ai déjà eu la chance de t'interviewer. Pour moi, dans mon esprit, il y a quelques années, je me disais le MEDEF, c'est les riches. C'est les riches le MEDEF. Je me disais ça il y a quelques années. Bon, je l'avoue, je me trompais, mais aussi parce que je confondais. Alors, il y avait peut-être une image nationale qui renvoyait ça, parce que là, une fois de plus, c'est un peu comme en politique. Il ne faut pas confondre ce qui se passe au national et puis ce qui se passe en local. Les gens ne font pas les choses pour les mêmes raisons. Et puis, bien souvent, on confond chef d'entreprise et richesse. Donc, explique-nous un peu ce que représente le MEDEF. Et puis, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu es une femme d'engagement, tu es une femme de valeur et de sens. Et qu'est-ce que le MEDEF Limousin te donne à toi comme sens et comme valeur? Alors, moi, je pense que déjà, il faut comprendre ce qu'est le MEDEF. Donc, d'abord, qu'est-ce que le MEDEF? Parce que tout le monde n'a pas forcément le même niveau d'information ou de connaissances. Donc, le MEDEF, c'est le Mouvement des entreprises de France. C'est une organisation patronale, en fait, qui représente les entreprises françaises, quelle que soit leur taille et quelle que soit leur activité, j'insiste. Parce que sur la France entière, 95% des entreprises qui sont adhérentes du MEDEF sont des PME. Je dirige d'ailleurs une PME. Voilà. Bien évidemment, le MEDEF a aussi de très grosses entreprises adhérentes. Et c'est justement pour moi ce qui fait la richesse du MEDEF. Parce que ça permet aux entreprises plus importantes aussi de partager leur expérience. Et le sens quand même du MEDEF, c'est aussi le partage. Le MEDEF, comment est structuré le MEDEF concrètement? C'est un MEDEF national dont le président est Geoffroy Roux de Bézieux, avec un conseil exécutif. On a des MEDEF régionaux et on a des MEDEF territoriaux. D'ailleurs, le MEDEF Limousin est un MEDEF territorial qui regroupe la Corrèze et la Haute-Vienne.
Il y en a 122, donc ça montre quand même que la force du MEDEF, c'est la proximité auprès des entreprises. Et le MEDEF va euh, s'adresser aux interlocuteurs locaux pour mettre en exergue donc les contraintes et les atouts des entreprises du territoire concrètement. Donc on maintient le lien entre les élus locaux et les entreprises. On les aide dans la croissance de leur entreprise aussi, justement par ce partage d'expérience et par plein d'autres actions qu'on peut mener sur le terrain. Donc voilà pour ce qui est du MEDEF. Et pour mon engagement, Ouais. mon engagement, pourquoi le MEDEF alors que bon, finalement, Indépendance Royale me prend aussi Eh oui, énormément de c'est temps. ça. C'est ça. Oui. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tu rentres déjà tard Je ne le soir m'ennuie parce que tu pas. travailles. Et là, te voilà parti au MEDEF. Pour moi, Bruno, je pense que le fait de s'investir dans l'économie du territoire, c'est important aussi. Ça devrait faire partie intégrante du rôle d'un chef d'entreprise. Ça, c'est pas forcément en prenant la présidence d'un MEDEF, hein, mais ça peut être en prenant un mandat, par exemple, auprès Tu parles du d'organisations. rôle citoyen du chef C'est un peu d'entreprise. le rôle citoyen, c'est-à-dire que il peut transmettre lui, effectivement, donc participer, il participe déjà par l'existence de son entreprise, mais participer aussi à la richesse de son territoire. Et je trouve que c'est intéressant de voir ce qui se passe aussi ailleurs, parce que je trouve qu'on est plus performant dans notre propre entreprise quand on échange, quand on s'enrichit des entreprises qu'il y a autour. Donc voilà, moi je l'ai fait naturellement parce que je suis une femme d'engagement et que j'aime mon territoire et que j'ai envie de participer à sa construction et à son développement. Alors, une question à double tranchant, j'allais dire. Moi, je souhaiterais qu'on parle de la parité homme-femme. Parce que bah, déjà, tu es une femme, moi, je suis un homme. On n'a peut-être pas les mêmes positions. Et puis, finalement, c'est beaucoup moins simple que ça pourrait y paraître. Il y a ce qui est obligé. Est-ce que c'est une bonne façon d'obliger, de mettre des quotas, etc. Quand on parle de parité, est-ce qu'on parle d'égalité? Est-ce qu'on parle d'équité? Est-ce qu'on parle de salaire? Est-ce qu'on parle de poste de dirigeant? Donc, je voudrais que tu me parles un peu de ton approche par rapport à la parité homme-femme. Je voudrais que tu m'en parles aussi à Indépendance Royale. Comment ça s'est géré, si c'est important, parce que j'ai vu cet après-midi, tu as partagé le fait qu'on avait l'émission ce soir, et puis j'ai regardé. Et j'ai regardé, il y avait beaucoup de gens d'Indépendance Royale et beaucoup de femmes. Alors on va voir si c'est la parité ou si il y a plus de femmes, comme moi là où je travaille, il y a énormément de femmes et très peu d'hommes, on va voir. Et je voulais que tu me dises aussi ce qu'il en est au MEDEF. Est-ce que au MEDEF, eh ben, on voit les femmes arriver ou siéger ou décider d'un bon oeil, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Tu as un petit peu de temps devant toi. Vas-y, on a le temps, on a le temps ce soir. C'est un vaste sujet. Alors déjà, d'un point de vue entreprise, professionnelle, indépendance royale, euh, je pense qu'il faut mettre la parité dans un système un petit peu plus large, un peu plus global, c'est l'inclusion. Alors tu vas me dire, qu'est-ce qu'elle me parle d'inclusion? Alors je lui Alors, parle de moi je parité, connais mais l'inclusion, mais dans un autre domaine. Mais ouais. l'inclusion, finalement, dans l'entreprise que je dirige, la mission qu'on mène, c'est d'inclure les seniors dans la société. C'est de faire en sorte d'aménager leur domicile pour qu'ils aillent le plus tard possible en maison de retraite. Mhm. Concrètement, c'est ça. Et pour pouvoir faire ça, eh bien, il faut qu'on véhicule cette valeur dans l'entreprise. Donc on doit avoir un management inclusif. Donc là, tu vas me demander ce qu'est un management inclusif. Vas-y, vas-y. Bah, Eh bien, un management inclusif, c'est de juger les gens sur ce qu'ils font et non pas sur ce qu'ils sont. Voilà. C'est-à-dire, quel que soit le sexe, un homme, une femme, que la personne a un handicap ou non, quelle que soit son origine, sa religion, quel que soit même son niveau de diplôme, on va en fait juger les personnes sur leur capacité à mener des projets, leurs résultats, leur engagement, leur implication. Et finalement, pour en revenir aux femmes, quand on a un management inclusif au sens large, bien les femmes, quand elles savent qu'on les juge sur ce qu'elles font, elles vont plus se sentir obligées de se justifier d'être des femmes ou de devoir peut-être se défendre d'en être une. Mais du coup, elles vont oser postuler à des postes à responsabilité, elles vont oser se mettre en avant et oser se mettre en lumière. Et finalement, chez nous, ça fonctionne.
Donc quand je dis chez nous, c'est chez Indépendance Royale, puisqu'au niveau du comité exécutif, il y a 5 femmes et 3 hommes. Donc là, pour le coup, il Aïe, faut que je fasse quelque chose aïe, pour aïe, ces aïe, aïe, messieurs, aïe. parce que là, Eh pour le coup, oui, là, la parité n'y tu est pas crées le complètement. déséquilibre. Et au niveau du comité d'encadrement, c'est 12 femmes et 10 hommes. Voilà. D'accord. Donc ça s'est fait naturellement. C'est pas quelque chose qu'on a décidé en se disant il faut absolument qu'on ait des femmes. Non, non, non. C'est vraiment le fait de permettre à tout le monde, c'est non pas ce qu'on appelle nous l'égalité des chances, c'est plutôt l'égalité des opportunités. On donne l'opportunité aux personnes, quelles qu'elles soient, de pouvoir accéder à des postes à responsabilité. D'autant plus que quand on a un poste qui s'ouvre, on l'ouvre d'abord en interne avant d'aller sourcer à l'extérieur, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans mon équipe d'encadrement, dans notre équipe d'encadrement, j'ai 70% de promotion interne. Et j'en suis moi-même un exemple, puisque depuis 2007, je n'ai fait que prendre des responsabilités dans l'entreprise. Donc, quand on a un management inclusif, ça fonctionne. Voilà. Pour Indépendance Royale, en ce qui concerne le MEDEF, alors déjà, depuis 2019, moi je suis membre du conseil exécutif du MEDEF au niveau national, donc auprès de Geoffroy Roux de Bézieux. Donc pourquoi je dis ça? C'est parce que ce conseil exécutif a pris des engagements pour les entreprises françaises. On a pris des engagements à la REF, alors je ne sais pas si tu connais, c'est la Renaissance des entreprises de France. C'est un événement qui est organisé une fois par an et qui regroupe des milliers d'entreprises sur Paris. Et Geoffroy Roux de Bézieux a énoncé ces 6 engagements, dont le troisième était la place des femmes dans les instances de direction, dans l'entreprise. Concrètement, qu'est-ce que fait le MEDEF? Le MEDEF, il est là pour sensibiliser et accompagner les entreprises à mettre en place dans les 3 ans des objectifs de mixité au sein des instances de direction. Voilà. Donc voilà, on les accompagne à faire en sorte au moins d'y réfléchir. À partir du moment où c'est mentalisé, ça se fait. Geoffroy Roux de Bézieux d'ailleurs a réformé le MEDEF et particulièrement le conseil exécutif en juillet 2019. Et il a décidé d'intégrer de plus en plus de femmes au conseil exécutif. Donc on était 23% en 2019. Et son engagement à la fin de son mandat, c'est d'arriver à 30% de femmes. Alors tu vas me dire pourquoi pas 50%? Il faut aussi qu'il y ait des candidates. Oui, voilà. C'est toujours le voilà. cas, hein. Donc du coup, aujourd'hui, c'est un vrai engagement au niveau du MEDEF. Ce que je souhaite préciser quand même en termes de parité et d'égalité homme-femme, c'est que la France est quand même relativement en avance. Moi, j'ai regardé, je vous ai amené quelques chiffres, mais j'ai regardé ce qui se faisait quand je me suis intéressée au sujet. On a quand même la Banque mondiale qui nous a classés dans les 6 pays les plus avancés en matière de parité. On a également le FMI qui a mis en avant les avantages de l'entrepreneuriat au féminin, de mettre des femmes dans les instances de direction. Eh bien, figure-toi que c'est plus 35% de PIB, c'est des salaires plus élevés pour tout le monde, et c'est aussi une amélioration de la productivité au niveau des entreprises. D'ailleurs, il y a des fonds d'investissement qui se sont créés et qui investissent essentiellement dans des entreprises qui sont dirigées par des femmes. Donc ça, c'est important, ça existe. Mais c'est évident, encore beaucoup d'efforts à faire, sinon on ne parlerait pas de parité et ça serait une normalité. Et on a d'ailleurs une autre étude qui démontre que au rythme où vont les choses d'un point de vue mondial, parce que bien que la France soit en avance, il y a quand même beaucoup de pays qui sont en retard. Il nous faudrait plus de 200 ans pour arriver à la parité. Donc ça, il en est hors de question. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et mon point de vue, en tant que personne et en tant que femme, c'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a quasiment plus d'obstacles à la réussite des femmes, à l'entrepreneuriat au féminin, en tout cas ni financier, ni juridique, ni d'études. Pour moi, c'est une question de culture. À partir du moment où la légitimité des femmes sera intériorisée, mentalisée, il n'y aura plus de retard. Et pour mentalisée par qui? Par elle? Par elle déjà, parce que souvent on dit que le propre ennemi des femmes, c'est elles-mêmes, par les femmes, et puis par les hommes qui seraient récalcitrants, voilà, parce que malheureusement il en existe encore. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup d'hommes, au contraire, qui valorisent les femmes. Moi, toutes les promotions, toutes les chances, toutes les opportunités que j'ai pu avoir tout au long de ma carrière, qui est encore
récentes, mais m'ont été proposées par des hommes. Donc c'est bien qu'il y a aussi des hommes qui comptent sur les femmes. Donc moi je trouve qu'on est très complémentaires et qu'il y a effectivement encore des progrès à faire, sinon on ne parlerait pas de parité, mais qu'on est quand même en bonne voie. Hein, et quand elle a quelque chose à dire, c'est Ah bah oui. super. Alors moi, je suis assez d'accord avec toi quand tu vas sur le versant qui consiste à dire il faut aussi que les femmes elles prennent confiance en elles et qu'elles osent. Hein, parce que voilà, faut sortir aussi à un moment donné de ce débat. Est-ce qu'il faut tendre vers une parité absolue? Je sais pas. On n'est pas dans les mathématiques, on est plus dans l'action, on est plus. Hein, je crois qu'il y a des gens qui sont faits pour prendre des responsabilités, d'autres un peu moins, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Hein, d'ailleurs, il n'y a pas de voilà. Mais effectivement, j'entends ton raisonnement et je le trouve en tout cas, même si j'ai aucune légitimité pour le juger, mais je le trouve en tout cas tout à fait cohérent par rapport aux gens, tout simplement. À un moment donné, il faut sortir de ce clivage, il faut que les gens qui aient envie essayent, et puis les gens qui aient des responsabilités à prendre, mais ça a été ça sur ton chemin, tu me dis que ce sont les hommes qui t'ont donné les opportunités, mais ils ont simplement donné des opportunités à quelqu'un qui en avait des compétences. Hein, on en est là aussi. On pourrait élargir ça. Ne voyez aucune mauvaise comparaison, mais cette histoire de travailler sur les compétences d'abord, on aurait pu tout à fait faire un parallèle avec le handicap. Hein, c'est toujours pareil, sans dire que les femmes sont handicapées et vice versa. C'est pas ça du tout l'idée. Hein. Bien, en tout cas, ben voilà, une belle leçon. Et puis, on sent que c'est réfléchi. Hein. Alors, c'est vrai que c'est bien parce que quand vous allez à l'indépendance royale, il y a beaucoup de femmes. Et il y a beaucoup de femmes en plus qui bossent avec le sourire. Moi, la dernière fois que j'y suis allé, on est accueillis avec le sourire. Donc, c'est toujours agréable. Très bien. On va passer, si tu le veux bien, on est dans une période de crise, tu le sais, enfin de crise sanitaire. Il faut faire attention parce qu'il y a une crise sanitaire, il y a des impacts sur l'économie, mais pas que, hein, parce qu'il y a aussi un paquet d'entreprises aujourd'hui. On l'a vu lors de la première émission avec Philippe Daly en Creuse, qui a avec ses équipes à remobiliser, à aider à remobiliser un certain nombre d'entreprises qui redéfinissent de nouvelles stratégies. C'est aussi ça, tu vas nous en parler. La force d'une entreprise, c'est pouvoir se remettre en ordre de marche aussi par rapport à son environnement. Il n'empêche quand même qu'il y a des impacts de la crise sanitaire sur l'économie. Aujourd'hui, en tant que... Alors tu nous parleras avec les deux casquettes, qu'est-ce qui se passe à Indépendance Royale, et puis en tant que présidente du MEDEF, qu'est-ce que tu sens? Comment vont les entrepreneurs? Est-ce que justement ils ont passé ce cap de subir? Alors est-ce qu'on peut faire des généralités? Je ne suis pas sûr. Toutes les entreprises n'ont pas les mêmes difficultés ou les mêmes facilités aujourd'hui. Et puis, est-ce que certains se projettent déjà demain? Et puis, il y a eu toute une gamme de, de possibilités qui ont été ouvertes pour que les entrepreneurs n'aient pas la tête sous l'eau, etc. Est-ce que ça a été utilisé? Est-ce que c'est bien utilisé d'après toi? Est-ce qu'il faut aller un peu plus loin? Voilà, raconte-moi un peu quels sont les échanges que tu peux avoir avec les gens du MEDEF et les autres, et puis chez toi, comment ça se passe, comment est appréhendé ce moment qui est particulier. D'accord. Euh, alors, il y a effectivement énormément d'aides qui ont été mises en place. Je vais pas toutes les Oui, lister ce oui. soir. Ce qui est important, c'est de savoir au niveau de notre territoire, la Haute-Vienne, qu'est-ce qui a été le plus plébiscité. Les Oui. entreprises ont fait Mm. appel particulièrement à quelles aides. Donc, il y a bien évidemment le report des échéances qui représente sur la Haute-Vienne. Je vais juste te Ouais. donner quelques chiffres comme Ouais. ça parce que je trouve que c'est quand même important et intéressant. À peu près 1500 dossiers qui représentent une enveloppe de un peu plus de 6 millions d'euros. Voilà. Énorme, hein. On a bien Alors juste, évidemment... on va Pardon. juste, excuse-moi, je te coupe parce que je vais en profiter, je vais lancer une invitation. Je demanderai au directeur régional de l'URSSAF de venir. J'avais eu la chance de l'interviewer, voilà. C'est aussi pour dire que des structures comme l'URSSAF, en général on regarde un peu en coin parce qu'ils nous prennent des sous, mais ont été aussi très présents aux côtés des entreprises là pour les aider un peu aussi à sortir la tête de l'eau. Hein. Mais oui, Juste oui, pour bien remettre sûr. ça en place. Oui. Moi, je suis également au conseil exécutif de la Banque de France. Donc, en fait, j'ai des chiffres Voilà. qui viennent Tout aussi chaud. de tout Ouais, chaud. ouais, Et donc, je disais, le report des échéances. On a également, bien évidemment, l'activité partielle et l'activité ouais, partielle de longue durée. Donc là, bon, vous le savez tous, ouais. hein, c'est pas,
c'est pas un secret. L'hôtellerie, la restauration, les spectacles, le sport, mais également le commerce, l'industrie et les services administratifs qui en ont fait particulièrement la demande. Et bien évidemment, et avant tout, les PGE, donc les prêts garantis par l'État. Environ 2800 dossiers quand même sur la Haute-Vienne sur l'année 2020, c'est assez conséquent. Ouais. En gros, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est l'enveloppe. L'enveloppe totale de toutes ces aides, puisqu'il y a aussi le fonds de solidarité, etc., représente environ un petit peu moins de 500 millions d'euros. Et sur ces 500 millions d'euros, il y en a quand même 400 millions qui représentent les prêts garantis par l'État. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, les entreprises, elles veulent reprendre leur activité, clairement, parce qu'elles ne veulent plus être dépendantes des aides. C'est une évidence, parce que ces aides, il va falloir les rembourser. Ouais. Et que pour rembourser des aides, il n'y a pas de secret. Ça peut passer par deux choses. C'est soit par de l'impôt, soit par de la croissance. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment... Je parie que tu préfères la croissance. Ah bien sûr. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de travailler sur des objectifs, de travailler sur des organisations pour inciter la croissance et éviter au maximum l'impôt. Voilà, c'est une évidence. En ce qui concerne les adhérents du MEDEF Limousin, ça dépend complètement des secteurs d'activité. C'est d'ailleurs assez paradoxal puisqu'on va avoir des entreprises qui se portent très 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 bien, oui, c'est ça. et d'autres qui sont vraiment très durement touchées. Et pour redonner encore quelques chiffres, on a à peu près 80% de l'économie locale qui se porte normalement à l'heure actuelle, au moment où je te parle. On a 5% qui se portent même très très bien, même mieux qu'avant. Ouais. Et on en a quand même 15% qu'on connaît tous, qui sont dans les secteurs d'activité qui aujourd'hui ne peuvent toujours pas exercer ou qui ont été très fortement impactés, qui sont vraiment durement impactés. Donc voilà, la tendance au niveau de nos adhérents, c'est qu'ils gardent confiance en l'avenir, qu'ils attendent de savoir à quelle sauce on va être mangé en 2021. Et je pense que les conséquences de la crise, on risque de les voir arriver peut-être un peu plus tardivement. Une question, alors c'est plus un échange, on ne va pas dire que c'est une question, on dira que tu me diras quelque chose si tu en as envie ou pas. Je vais juste te donner moi un sentiment que j'ai, une interrogation, parce que c'est vrai, il y a beaucoup d'entreprises qui sont fermées, les restaurants, etc. Et moi je ne peux pas m'empêcher, et Dieu sait que je n'ai pas de pouvoir de décision, mais je ne peux pas m'empêcher de trouver toujours étonnant de voir les restaurants qui sont fermés alors qu'on n'est pas 50 par table quand on y va ou quoi, et que dans le même temps, effectivement, avec le couvre-feu à 18h, on va à Limoges le samedi ou le dimanche, c'est plein à craquer partout, et on se dit comment c'est possible, comment ça peut être plein dans certains endroits, et que les restos, on n'arrive pas à les réouvrir, quoi. Tu vois, ça me semble, et j'en discute beaucoup avec des collègues à moi, et effectivement, on ne comprend pas, alors que finalement, dans un resto, les choses sont assez cadrées, on voit à peu près, tu te mets 3 par table ou 4 par table, etc., et que tu vas dans certains magasins à Limoges, moi quand je vais faire mes courses le samedi matin, c'est blindé partout, il n'y a pas de jauge. Donc tu vois, c'est assez... et je comprends qu'à un moment donné, certains puissent avoir du ressenti, que les entreprises... bon. Alors, on a vu, il y a des entreprises qui s'en sortent bien, et c'est normal, parce qu'elles s'adaptent. Cette histoire des aides, comment les uns et les autres se projettent dans ces aides? Parce que tu le disais, il va falloir rembourser à un moment donné, il va falloir recommencer à payer. Est-ce que des instances comme le MEDEF, j'imagine que oui, mais vous êtes en dialogue avec les décideurs pour leur dire ok, bon, mais ça c'était prévu pour telle durée, il va falloir un peu lever le pied, il va falloir nous accompagner peut-être autrement. Quel est votre poids dans le discours avec les gens qui décident? Le MEDEF, effectivement, Bruno, son premier rôle, c'est d'avoir un dialogue avec les acteurs, les décideurs au niveau du gouvernement, si je parle du MEDEF au niveau national. Donc justement, c'est de sonder ces aides et de voir comment les entreprises
vont pouvoir s'en sortir, s'il faut étaler un peu plus. Donc on est vraiment au front en train de voir ce qui se passe, de négocier et de discuter avec les entreprises pour savoir au cas par cas, parce que toutes les entreprises sont différentes, comment faire pour que ça ait le moins d'impact possible sur les sociétés. Voilà. Alors, tu le disais aussi, va bien falloir, à un moment donné, il va falloir payer la note, hein. On est d'accord. Bon, alors même, est-ce que notre génération, la mienne, ne verra peut-être pas le bout, hein, de cette note-là, toi, bien sûr, à 14-15 ans, tu as encore le temps de voir venir, mais euh, entre les impôts et la reprise de l'activité, puisqu'il faut produire, c'est vite choisi. Maintenant, est-ce que c'est si facile que ça de se projeter dans la reprise de l'activité? C'est pas évident quand même de se dire demain on va repartir sur telle et telle base. Est-ce qu'on risque pas? Il y a eu une crise il n'y a pas si longtemps que ça, où je me rappelle, d'ailleurs peut-être ton activité avait été impactée, où on a eu une telle crise que beaucoup d'entreprises ont licencié, et en licenciant, elles ont perdu des compétences. Et ces compétences-là, on a eu du mal à les retrouver derrière, parce qu'on n'avait pas eu le temps de refaire des formations, des choses comme ça. Moi, tu le sais, j'ai un site d'emploi. Je commence à voir arriver des gens qui sont au chômage ou qui sont au chômage partiel et je vois toutes ces compétences là qui, à un moment donné, ne savent pas quand elles vont revenir dans le circuit. Donc, est-ce qu'il y a déjà des choses qu'on peut imaginer pour soutenir l'activité? On a vu, il y a le chômage partiel, mais c'est pas suffisant. Il y a des pans entiers de l'économie qu'il va falloir peut-être stimuler autrement. Je sais pas, c'est une question. Oui, complètement. Je te rejoins sur ce que tu dis. Il y a eu aussi les aides sur les jeunes, hein, Ouais. sur l'apprentissage. Ça, c'est une initiative du MEDEF, c'est quelque chose qui est important. Parce que comme tu le disais concrètement, qui va quelque part devoir assumer les conséquences de cette crise, c'est aussi les C'est ça, générations qui arrivent. c'est ça. Donc, ce qui est important, c'est les jeunes. Tu as dit quelque chose qui était très important, Bruno, dans ton propos, c'est que tu parlais des compétences des équipes. Et pour moi, justement, le plus important aujourd'hui, c'est d'être très très vigilant vis-à-vis des équipes qui ont été éprouvées par la crise, qui ont dû faire avec des couvre-feux, des confinements, le télétravail, mine de rien, le Ouais, c'est pas simple. télétravail qui était plébiscité au début parce que les gens avaient peur, mais Mm. qui aujourd'hui, les équipes veulent revenir au sein de Bien sûr, l'entreprise pour bien avoir sûr. une vie sociale. Et aussi le chômage partiel. Le chômage partiel, quand on n'est pas en action, quand on n'est pas en activité, parfois on perd aussi soi-même des compétences. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important pour une entreprise, c'est vraiment d'être très vigilant vis-à-vis de ses équipes, de les accompagner, de renouer le lien, de leur redonner confiance en l'avenir. Et puis pour moi, c'est une des choses les plus importantes en tant que chef C'est intéressant d'entreprise. ce que tu dis, c'est-à-dire que tu me parles des salariés, mais les chefs d'entreprise, ils sont dans quel état d'esprit, ils sont dans quelle santé psychologique aujourd'hui? Globalement, les chefs d'entreprise sont quand même optimistes. Alors bien évidemment, quand on pense au secteur d'activité qui aujourd'hui ne peuvent pas œuvrer, ne peuvent pas faire leur métier, c'est compliqué. Bien sûr que ça joue sur le moral. Mais on essaye, en tout cas d'un point de vue national, d'avoir un discours le plus optimiste possible. Au niveau de notre territoire, les entreprises essaient de garder confiance, vont de l'avant, elles se réinventent. On l'a vu quand même, hein, les entreprises qui se mettent à faire de la livraison à domicile alors C'est qu'elles vrai, n'en faisaient c'est pas. vrai. Il y en a qui ont été tétanisés, qui se sont tétanisés, qui ont complètement arrêté Mm. et qui ont attendu de voir ce que ça allait donner. Et il y en a d'autres tout de suite qui se sont Ils se sont réinventés. adaptés, Moi, je trouve réinventés. que la crise nous a quand même permis, et moi je le vois au sein de notre entreprise, de se réinventer et de se rendre compte qu'on est capable de plein de choses, en fait. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça. On a plus de recul par rapport au premier confinement, à l'année dernière. Euh, bon, bien sûr, il faut que ça se rétablisse, hein, Oui, c'est une ou évidence. que ce soit autrement. Mais aujourd'hui, on a un regard où on va pouvoir reprendre la croissance en gardant justement, en se réinventant, en innovant et en restant confiant, bien sûr. Alors après, encore une fois, hein, je ne sais pas de quoi 2021 va être fait, donc le discours Personne. que je tiens aujourd'hui,
dans 6 mois, il sera peut-être tout autre. Ouais, de toute façon, le discours, il doit être que conquérant. C'est-à-dire, tu es chef d'entreprise, forcément, il faut qu'on regarde les choses avec optimisme et avec lucidité, hein. Il y a des choses qui seront possibles, il y a des choses qui ne sont pas possibles, il y a des choses qui repartiront comme avant, et puis d'autres pas du tout, hein. Mais c'est ça c'est l'évolution de la vie, hein. C'est comme ça. J'aurais voulu juste que tu reviennes sur quelque chose. On a préparé, bien sûr, un peu l'émission, hein, quand même. Même si c'est dans mon salon, c'est professionnel quand même. On a préparé l'émission. Tu m'as parlé d'une déclaration du président national du MEDEF par rapport à la santé. Ah, oui. Parle-moi de ça, parce que j'ai trouvé ça particulièrement intéressant et particulièrement cohérent et lucide. Oui, complètement. Il s'agit de l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, qui a dit, et je cite, hein, ce sera beaucoup plus clair, qui explique en fait qu'un état complet de bien-être physique, mental et social ne consiste pas seulement en une absence de maladie et d'infirmité. Et moi, j'ai trouvé cette approche très très intéressante, parce qu'effectivement, on n'est pas forcément en bonne santé que parce qu'on n'est pas malade ou qu'on n'a pas d'infirmité, ça peut être tout le reste. Et on le voit au niveau c'est pour ça que je parlais des équipes tout à l'heure, c'est très, très, très important, c'est qu'on voit quand même une augmentation des violences conjugales, on voit une augmentation des addictions, on voit aussi une augmentation des états dépressifs. Et ça, c'est aussi des conséquences de la crise sanitaire. Il n'y a pas que des conséquences économiques. Voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé cette approche de l'OMS intéressante que Geoffroy Roux de Bézieux a relayée lors d'une interview. Voilà, je vous ai dit, elle a plein de choses à dire. On peut lui poser toutes les questions qu'on veut. Alors, je vais te poser cette question. Il y a une question qui vient d'arriver de DJ Mario, que je connais particulièrement bien, qui est animateur de radio. Je le salue et qui anime d'ailleurs une émission sur le Portugal tous les dimanches. Alors, c'est pas Walter, hein, c'est pas Walter. Walter, il est là, j'espère, c'est un autre. C'est un autre. Alors, je vais poser la question, Mario. Elle n'est pas forcément dans le tempo de l'émission, mais lui, il dit, et le secteur du bâtiment qui recrute et qui trouve personne, il est où le problème? Alors toi, tu travailles avec des artisans du bâtiment, hein, puisque c'est des partenaires ou des sous-traitants, je ne sais pas, tu nous diras. On en est où par rapport à ça? Justement, tu parlais de l'opération qui a été lancée par rapport à l'apprentissage, la promotion de l'apprentissage. Est-ce que les métiers du bâtiment sont confirmés? Je poserai tout ça aussi à Pierre Massy, je demanderai à Pierre Massy de venir nous parler de ça. Mais toi, quelle est ta vision là-dessus? Est-ce que ça fait partie des métiers où il manque quelque chose pour donner envie? Ou alors est-ce que peut-être que Mario a une mauvaise impression? Ah oui, alors avant que tu répondes, il y a quand même quelqu'un qui dit, et avec le sourire en plus, au travers du masque, il voit ça, hein. Alors écoute bien, là tu vas pouvoir te coucher tranquille. Et avec le sourire, en plus de l'intelligence et des valeurs. Bon, arrêtez, on va pas pouvoir sortir. Bon, ma question sur le bâtiment, Dorothée. Oui, effectivement. Donc déjà, le bâtiment, puisque j'ai déjà échangé avec Isabelle Lescure, qui est la présidente de la Fédération française du bâtiment au niveau du 87. On avait échangé et le bâtiment repart. Le bâtiment repart très fort. De toute façon, tout ce qui concerne le domicile, ouais, en général, repart. Moi, j'ai échangé avec un pisciniste qui m'a dit, j'ai jamais eu autant de demandes de piscine depuis toujours. Donc déjà, oui, effectivement, je te rejoins, le bâtiment repart. Et effectivement, le bâtiment a du mal à recruter. Et c'est aussi notre rôle, le MEDEF, de travailler avec les organismes de formation pour mettre en valeur ces métiers et orienter les jeunes vers ces métiers d'avenir où il y a du débouché. Voilà. Donc ça se fait. Il nous arrive régulièrement. Alors, on invite des entreprises à intervenir auprès d'établissements. C'est un des partenariats que le MEDEF peut avoir pour aller raconter un métier, expliquer justement les débouchés. Et le bâtiment en fait partie. Donc je confirme qu'il y a des difficultés et que c'est notre rôle à tous de valoriser ces métiers. Voilà Mario, alors t'as entendu, il y a du boulot en ce moment. Alors ce qu'on peut tous faire, hein, parce qu'on peut toujours tous faire un petit peu quelque chose. Quand vous croisez un jeune ou un moins jeune d'ailleurs, parce qu'on parle toujours des jeunes qui doivent se lancer dans le travail, je vous rappelle aussi qu'il y a des gens en reconversion, il y a des gens qui recherchent du travail à n'importe quel âge, ou il y a des gens qui ont envie de changer. Moi j'ai de plus en plus ça par contre, sur mon site, j'ai de plus en plus de gens qui cherchent ailleurs alors qu'ils travaillent déjà.
Ça, c'est intéressant aussi parce que ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils sont en train de déprimer? Est-ce que, ils visent de nouvelles carrières? Tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Oui. Euh, Au niveau des gens qui sont en reconversion, on a Ouais. même une dans Mhm. l'entreprise, Indépendance Royale, nous on a pris 15 alternants. Et il n'y a pas longtemps, on m'a demandé Mhm. un stage, une alternance, et la personne m'a dit, mais le problème c'est qu'avec la crise sanitaire, le télétravail, etc., les entreprises ne veulent pas forcément me prendre. Mhm. Eh oui, Et c'est c'est vrai. aussi une des difficultés que les jeunes rencontrent. Donc C'est vrai. voilà, donc il y a les reconversions. C'est vrai, faites quand même attention parce que il y a des entreprises qui ne peuvent pas prendre et il y a des entreprises qui continuent de travailler. Donc moi, je donne toujours le même conseil, hein, toujours. Donnez-vous toujours la possibilité de dire non. C'est-à-dire que pour dire non, il faut avoir fait tout ce qu'il fallait pour que l'employeur vous dise oui. Vous voyez, vous allez le voir. Vous savez pas, par exemple, vous voulez un stage à Indépendance Royale. Vous savez pas si Indépendance Royale prend des stagiaires ou quoi que ce soit. Vous écoutez personne et vous contactez directement Indépendance Royale et Indépendance Royale vous dira s'ils prennent un stage ou pas. Il faut sortir des grandes représentations comme ça où on m'a dit que non, non, faites les choses. Croyez-moi, des fois, on a plein de bonnes surprises. Moi, j'ai fait plein de choses dans ma vie, tout simplement parce que je me suis déplacé, je suis allé voir par moi-même, je n'ai pas écouté ce qu'on m'a dit. Et des fois, il y a des portes qui se sont ouvertes, fabuleuses, hein. Donc voilà. Oser. Très bien, ben, écoutez, hein, on en est à 40 minutes. Alors on va pas faire une heure de plus parce qu'elle a une vie, elle doit rentrer chez elle. Et justement, ça va être la dernière question que je vais lui poser, puisque vous l'avez compris, comme le dit Gerga, elle a du sourire, elle a un grand sourire, elle a des valeurs, elle a une famille, elle bosse toute la journée, mais quand elle rentre chez elle, le soir, là, c'est fini, il n'y a plus de salariés, il n'y a plus de collaborateurs, il n'y a plus rien, il n'y a plus que sa famille. Comment tu vis le Covid quand tu rentres chez toi? Moi, quand je rentre ici, le truc qui m'embête le plus, c'est pas pouvoir aller faire mes courses quand j'en ai envie. C'est tout. J'ai de la chance, hein. Il n'y a que ça. Mais toi, est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu as peur de la maladie? Est-ce que tu as peur pour ta famille? Ou alors est-ce que tu es optimiste? Comment tu voilà, qu'est-ce qui se passe quand tu vas partir? Qu'est-ce qui se passe? C'est très intéressant comme question, Bruno. Moi, quand je rentre chez moi, enfin, en général, quand je suis ni chez Indépendance Royale ni au MEDEF, je pense aux jeunes, parce que je suis maman, j'ai deux garçons, je pense à mes enfants, je pense aussi aux enfants des autres, je pense à toute cette génération quand même qui est en train de grandir, qui est en train de se développer avec que des contraintes. Quand je vois les lycéens qui ont cours une semaine sur deux, et c'est le cas puisque j'ai un Ouais. lycéen à la maison. Mmh, mmh. Quand je vois les enfants en primaire qui doivent jouer dans la cour avec leur masque sans devoir, enfin, sans avoir de contact avec leurs Ouais. camarades, et quand je vois des maternelles qu'on a pu voir d'ailleurs à la télévision qui jouent dans des cerceaux ou dans des sections bien restreintes, eh bien, moi, je trouve que ça peut avoir quand même des conséquences assez catastrophiques. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'en parle énormément avec mes enfants. J'essaye de leur maintenir un rythme de vie, ce qui n'est pas forcément évident avec un ado, parce que quand il a cours une semaine sur deux, je vous laisse imaginer à quelle heure il peut se lever le C'est matin. clair, c'est clair. Voilà, donc c'est important de leur maintenir un rythme de vie, de leur redonner confiance en leur disant que bon, bah voilà, c'est un moment de vie et ça ne restera qu'un moment de vie et qu'on va retourner à la normale. Donc voilà, donc faut avoir énormément de discussions avec eux parce que mine de rien, c'est quand même très marquant. C'est marquant pour nous, mais pour les enfants, ça l'est aussi. C'est assez impressionnant. Donc voilà. Et après, bah, on essaye de sortir et puis on a hâte que les restaurants les bars et les spectacles réouvrent pour enfin pouvoir s'évader. Voilà, chef d'entreprise, présidente du MEDEF Limousin, maman, et puis on ne vous l'a pas dit, mais elle fait de la moto aussi, alors il s'ennuie jamais, hein, on lui souhaite bon courage. Merci beaucoup Dorothée, ben voilà, une émission, j'espère que vous avez appris des choses, hein, on sait un peu plus sur la vie de Dorothée, ça c'est mon côté un peu voyeur, un peu indiscret, et puis on voit bien qu'elle ne fait pas les choses par hasard, hein. C'est une femme de valeur, c'est une femme de sens, c'est une femme d'engagement. Merci beaucoup d'être venu jusque dans mon salon, c'était vraiment très agréable. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous n'avez pas pu tout voir ou si vous connaissez des gens qui ont pas pu voir l'émission, ben, elle va être rediffusée de toute façon disponible sur la page Facebook En route vers l'emploi. Je vous rappelle aussi qu'il y a un site, si vous recherchez du boulot
en route vers emploi-nouvelle-aquitaine.fr. Il y a des offres tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si vous cherchez du boulot, vous pouvez aussi déposer votre CV sur la CVTech. Et je le dis pour les employeurs, c'est gratuit. Vous pouvez consulter la CVTech gratuitement, comme vous le voulez. Si vous voulez également avoir des nouvelles de ce qui se passe dans l'économie limougeaude, eh bien, je vous conseille aussi d'aller voir 7 à Limoges, la chaîne de 7 à Limoges sur Internet, où toutes les semaines, alors mes collègues aussi, mais moi j'ai l'occasion de faire une petite chronique sur les créateurs d'entreprises, les reprises d'entreprises, etc. Et tous les jours, il se passe quelque chose. C'est important de constater qu'on continue de vivre, qu'on continue d'avancer et qu'il y a plein de gens qui font des choses très intéressantes. Dorothée, merci beaucoup. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais plus qui c'est qui va venir, mais la semaine prochaine, il y aura peut-être 2 émissions. Je vous en dirai plus plus tard. Merci beaucoup. Merci à tous.